Je jette mon badge d'hôpital sur le comptoir de la cuisine, toujours vêtu de ma tenue bleue de mes 12 heures de service. Chaque muscle est endolori, mais Nina aura faim. La porte du congélateur ouverte, je cherche quelque chose de rapide, des aiguillettes de poulet. Des légumes surgelés. Suffisant. Nora? Tu peux venir ici? La voix de papa flotte depuis la salle à manger, avec ce calme artificiel qui précède toujours les problèmes. 1 minute. Je glisse le poulet au micro-ondes. Je règle 3 minutes. Je prépare le dîner de Nina. Ça ne peut pas attendre, me dit papa. Le micro-ondes ronronne tandis que je me traîne vers la salle à manger, toujours avec mes bas de contention. Maman et papa sont assis aux extrémités opposées de la table rectangulaire en chêne, un arrangement formel que nous réservons normalement pour Noël ou lorsque le pasteur du bois nous rend visite. Des papiers sont étalés entre eux, d'un blanc éclatant sur le bois marqué. Le fauteuil roulant de Nina est positionné sur le 4e côté. La moustache poivre et celle de papa tressaillent quand j'entre. Assieds-toi. Pas de bonjour. Pas de « comment s'est passée ta garde ?» Juste l'ordre. Je me laisse tomber sur la chaise restante, notant l'expression crispée de maman et la façon dont Nina étudie ses mains jointes sur ses genoux. Que se passe-t-il, je demande, essayant d'ignorer la peur qui s'installe dans mon estomac. Papa fait glisser un document vers moi, sa chevalière attrapant la lumière du plafond. Ta mère et moi vieillissons. Nous devons officialiser les arrangements pour les soins de Nina. Je parcours la première page. Contrat de soignant est écrit en gras en haut. Plus bas. Partie responsable, Nora Leroy. Je ne comprends pas. C'est simple, dit maman, d'une voix douce mais inflexible. Tu vas liquider ton plan d'épargne retraite pour créer un fonds de soins pour Nina. Ensuite, tu contribueras 2 000 € par mois pour ses dépenses courantes. La pièce penche légèrement. 2 000 €? Tous les mois? Papa se penche en avant, les doigts joints. Tu gagnes 3 000 € net en tant qu'infirmière. C'est plus de 4 000 € bruts par mois. Nous ne demandons que la moitié. Mais mes prêts étudiants? Mon loyer? Ne te cache pas derrière les prêts étudiants, maman coupe court, soudainement acerbe. Tu as 60 000 € dans ton plan d'épargne retraite. Liquide-le, tu auras au moins 40 000 € après impôt. Mes mains commencent à trembler. Je les presse à plat sur la table, luttant contre la nausée qui monte dans ma gorge. Cela semble très soudain. Pas du tout, dit papa. Tu es responsable de ta sœur depuis l'accident. Maintenant, nous le mettons simplement par écrit. Je fixe les papiers. Mon nom répété partout. Partie responsable. Obligation financière. Juridiquement contraignant. Ma vision se trouble sur les bords tandis que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Signe aujourd'hui, et nous pourrons déposer les papiers demain, ajoute papa, me poussant un stylo. Un souvenir me traverse l'esprit. Moi, à 16 ans, assise sur le lit d'hôpital de Nina, lui tressant les cheveux tandis que les machines bipent autour de nous. Je prendrai toujours soin de toi, je promets alors, la voix brisée. C'est de ma faute, mais je vais arranger ça d'une manière ou d'une autre. Les yeux de Nina croisent les miens de l'autre côté de la table maintenant, puis se détournent. Elle n'a pas dit un mot. Pourquoi tout cela repose-t-il sur moi? La question sort plus petite que prévu. Nous sommes tous une famille. Le visage de papa se durcit. Parce que tu es la raison pour laquelle elle est dans ce fauteuil roulant. Le couteau familier de la culpabilité s'enfonce plus profondément, mais sous celui-ci remue quelque chose de nouveau, une question que je ne me suis jamais permise de formuler. 11 ans de cela, et maintenant vous voulez le mettre par écrit? L'arrangement a toujours été clair, dit maman, lissant les plis invisibles de la nappe. Tu as choisi de nourrir des chats errants au lieu d'accompagner Nina à l'arrêt de bus. Ton irresponsabilité lui a tout coûté. Chaque mot est prononcé avec une précision exercée. J'ai entendu cette histoire des milliers de fois. Nina, 14 ans, a manqué son bus parce que je n'étais pas là pour l'accompagner. Elle a essayé de le rattraper à l'arrêt suivant, a traversé la rue sans regarder, et un camion de livraison n'a pas pu s'arrêter à temps. Ma faute. Toujours ma faute. J'ai besoin de temps pour y réfléchir.
Ma voix se stabilise de manière inattendue. Les sourcils de papa se lèvent. Il n'y a rien à penser. Tu dois ça à ta sœur. Juste un jour ou deux, j'insiste. Signe maintenant, dit maman, ou nous dirons à tout le monde à l'hôpital comment tu abandonnes tes responsabilités. Ton supérieur à l'hôpital Saint-Denis, tes amis de l'église, tout le monde le saura. La menace plane entre nous. Ils savent exactement comment j'ai construit ma vie autour de ce qui s'est passé, comment le personnel de l'hôpital respecte mon dévouement envers ma sœur paralysée, comment la communauté de l'église admire mon sacrifice. Vous ne feriez pas ça. Et c'est nous. La voix de papa baisse dangereusement. Le pasteur Dubois pense que tu es pratiquement une sainte. Imagine sa déception. Nina ne dit toujours rien, son fauteuil roulant parfaitement positionné pour former une barrière entre moi et mes parents. Je saisis le stylo, les doigts tremblants. Je le tiens au-dessus de la ligne de signature. Tout mon avenir résumé en un seul trait d'encre. Puis je pose doucement le stylo. Je vous parlerai demain. Papa commence à parler, mais je suis déjà debout, les jambes instables sous moi. Dans ma chambre, je verrouille la porte et m'effondre sur le sol, le dos contre le mur. Mes mains tremblent trop violemment pour envoyer un message. Je fais défiler mes contacts, trouvant un nom que je n'ai pas appelé depuis des années. Le téléphone sonne 3 fois avant qu'elle ne réponde. Nora? Evelyne semble surprise. Cela fait une éternité. Tu vas bien? L'inquiétude dans sa voix libère quelque chose en moi. Les larmes coulent maintenant librement tandis que je lutte pour expliquer. Ils veulent tout ce que j'ai. Ma retraite. Mon salaire. Je ne sais pas quoi faire. Calme-toi, dit Evelyne, son mode avocate s'activant. Commence par le début. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Entre les sanglots, j'explique l'embuscade, les papiers, les menaces. Evelyne écoute sans interruption, puis pose la question qui me coupe le souffle. Nora, as-tu déjà vu le rapport de police réel de l'accident de Nina? Non, je murmure. Les souvenirs se réorganisent comme des pièces de puzzle. Ils se sont occupés de tout. J'avais 16 ans. Dévastée. Ils m'ont dit ce qui s'était passé. Le silence s'étire entre nous avant que je ne formule la pensée qui se forme dans le coin le plus sombre de mon esprit. Et si ce n'était pas de ma faute après tout? Oh. Le café bourdonne de conversations calmes. Un sanctuaire loin de la portée de mes parents. 3 jours depuis leur embuscade, et mes mains tremblent encore en tenant la tasse en céramique. La vapeur s'élève, disparaissant comme la vie que je pensais connaître. Evelyne se glisse dans la banquette en face de moi, sa mallette cognant contre la table en bois. L'amie d'université aux boucles folles et au rire contagieux a disparu. Cette Evelyne porte un tailleur anthracite sur mesure, les cheveux tirés en une queue de cheval élégante, les yeux vifs et déterminés. Tu as l'air terrible, dit-elle. Sans fioriture. C'est l'Evelyne dont je me souviens. Des gardes de 12 heures plus le fait d'éviter ma famille, ça fait ça. J'essaie un sourire qui ressemble plus à une grimace. Je ne suis pas retournée à la maison sauf pour dormir depuis, tu sais. Elle ouvre sa mallette avec 2 clics. J'ai trouvé le rapport de police. Les mots flottent entre nous comme une chose physique. Je regarde le dossier en carton qu'elle pose sur la table, c'est bornette et officiel. Contenant soit mon emprisonnement, soit ma liberté. C'est grave à quel point? Ma voix sort petite, enfantine. Evelyne ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, elle ouvre le dossier, le tourne vers moi. Lis-le toi-même. Le texte noir se brouille devant mes yeux. Lieu de l'accident, rue des Charmes à Mantes, 6 km de notre quartier. Heure, 15h42. Véhicule impliqué, moto Honda de 1998. Conducteur, Julien Meunier, 17 ans. Passager, Nina Leroy, 14 ans. Ce n'est pas possible. Je feuillette les pages, parcourant les déclarations de témoins. Cela dit qu'elle était à moto avec un garçon, à des kilomètres de l'endroit où je nourrissais les chats. Continue de lire. La voix d'Evelyne reste stable. Le témoignage d'un témoin me saute aux yeux. La passagère riait, les bras enroulés autour de la taille du conducteur.
La moto a tenté de passer au feu orange. Le camion de livraison avait le feu vert lorsque la collision s'est produite. Mais ils m'ont dit qu'elle avait manqué son bus parce que je n'étais pas là. Qu'elle essayait de le rattraper à l'arrêt suivant quand. Ma gorge se serre autour des mots. Ils ont menti, Nora. Les doigts d'Evelyne couvrent les miens, chauds et solides. Ils ont menti surtout. Les murs du café semblent pencher et vaciller. 11 ans de culpabilité. 11 ans de rêves sacrifiés, de double garde, de m'excuser à chaque souffle pour un crime que je n'ai jamais commis. Nina faisait de la moto avec son petit ami secret. Evelyne continue. Voix basse. Julien Meunier. Capitaine de l'équipe junior de basket. Tes parents lui avaient interdit de le voir. Tu te souviens? Trop vieux, trop sauvage. Des souvenirs refont surface, Nina chuchotant au téléphone tard la nuit. Des SMS mystérieux. Un intérêt soudain pour les matchs de basket. Des détails que j'avais oubliés. Enfouis sous des années d'expiation. Plusieurs témoins l'ont confirmé. Evelyne tourne une autre page. Nina a complètement sauté le bus ce jour-là pour rencontrer Julien. Ils se dirigeaient vers le lac quand ils ont grillé le feu. Mon estomac se soulève. Je me précipite aux toilettes, y arrivant à peine avant de vider mon petit déjeuner dans les toilettes. Des perles de sueur froide sur mon front tandis que je me rince la bouche, regardant mon reflet les yeux cernés, pâle. Un fantôme formé des mensonges des autres. Quand je reviens, Evelyne m'a commandé un thé frais. Le rapport de police attend, inexorable comme le jour du jugement. Les dossiers de l'hôpital, je murmure, me laissant tomber prudemment dans la banquette, ceux que je n'étais pas autorisée à voir parce que j'étais trop émotive. Il savait depuis le début, n'est-ce pas? Evelyne hoche la tête, son visage d'avocate. J'ai parlé à l'infirmière qui était là quand Nina a été admise. Tes parents ont immédiatement commencé à construire le récit. Là, dans la salle de traumatologie, pendant que les médecins s'occupaient de Nina, ton père disait déjà que tu étais responsable. La trahison me transperce, une douleur physique rayonnant de ma poitrine. Pourquoi m'ont-ils fait ça? L'argent, au début, puis le contrôle. Evelyne sort d'autres documents. Ta grand-mère t'a laissé 20 000 € à sa mort, tu te souviens? 3 mois après l'accident de Nina, tes parents l'ont emprunté pour des frais médicaux d'urgence, mais les soins de Nina étaient couverts par l'assurance. Un autre souvenir refait surface, je signais des papiers en pleurant dans la chambre d'hôpital de Nina, la main de papa lourde sur mon épaule. Pour l'avenir de ta sœur, avait-il dit. Ils m'ont fait retarder mes études, ma voix semble distante, étrangère, disant que Nina avait besoin de moi à la maison pour sa guérison. J'ai suivi des cours du soir en travaillant le jour, la surveillant entre mes gardes. Ils étaient. Et ton diplôme d'infirmière? Qui a choisi cette voie? La question frappe comme une gifle. Maman a dit que c'était logique, que je serais mieux équipée pour prendre soin de Nina. Pourtant, les infirmières gagnent significativement moins que la carrière d'ingénieur que tu avais initialement prévue. Evelyne glisse un autre document. Ton salaire de départ aurait été presque le double de ce que tu gagnes maintenant. Mon esprit s'emballe, recalculant 11 ans de manipulation. Les culpabilisations quand je mentionnais de déménager. Les rappels constants de ma responsabilité, les excuses occasionnelles en larmes de Nina qui n'avaient aucun sens jusqu'à présent. Il planifiait cet accord formel depuis des mois, je réalise à voix haute. C'est pourquoi il continuait à poser des questions sur mon plan d'épargne retraite. Evelyne hoche la tête. Sans ce document, ils n'ont aucune base légale pour leur demande. Ils ont peur, Nora. De quoi? De perdre leur vache à lait? L'amertume monte comme du fiel. Cela en fait partie. Evelyne hésite. J'ai fouillé. Tes parents sont financièrement à la dérive, deuxième hypothèque, dette de carte de crédit, facture médicale non couverte par l'assurance. Ton père a perdu son emploi il y a 6 mois. La révélation devrait adoucir ma colère, mais au lieu de cela, elle se durcit en quelque chose de froid et précis. Il ne me l'a jamais dit. Toutes ces collectes de fonds à l'église, le respect qu'il commande dans la communauté, c'est une façade. Les gens font des choses désespérées quand ils ont peur, dit Evelyne.
Ta mère a eu une crise émotionnelle à la collecte de fonds de l'église le mois dernier. Le pasteur Dubois pensait que c'était à cause de l'état de Nina, mais c'était la pression financière. Les pièces du puzzle s'emboîtent avec une terrible clarté. Et Nina? Savait-elle? Elle devait le savoir, confirme Evelyne doucement. Elle avait 14 ans, pas 4. Elle se souvient de l'accident. La trahison de ma sœur me blesse plus profondément que tout. 11 ans de complicité silencieuse tout en me regardant tout sacrifier. Ce ne sont pas des méchants de dessins animés, prévient Evelyne, lisant mon expression. Ils ont vraiment peur de perdre leur maison, incapables de financer les thérapies de Nina sans tes revenus. Ta mère croit sincèrement que l'avenir de Nina dépend de ton sacrifice. Ça ne rend pas la chose juste. Ma voix se durcit. Non, ça ne l'est pas. Evelyne ferme le dossier avec finalité. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont aucune affaire. Le délai de prescription a expiré il y a des années. Même si l'accident de Nina avait été de ta faute, ce qui n'était absolument pas le cas, ils n'ont aucune base légale pour exiger un soutien continu. Pour la première fois depuis des jours, je ressens quelque chose comme l'espoir remué. Alors, que faisons-nous? Nous recueillons plus de preuves. Le rapport de police n'est que le début. Evelyne énumère les points sur ses doigts. Nous avons besoin de déclarations de témoins, du témoignage de l'ex-petite amie de Nina, de ta tante Laura qui a surpris tes parents à l'hôpital. Julien Meunier vit toujours à Saint-Denis, je me souviens soudainement. Il est entraîneur de basket au lycée des Charmes. Parfait. Et je connais quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Evelyne sort son téléphone. Marc Bonnet, journaliste d'investigation spécialisé dans les fraudes familiales. Il a révélé l'année dernière l'histoire de ce couple qui a simulé la maladie de leur enfant pour des dons. L'ampleur de ce que nous préparons me frappe enfin. Cela va détruire ma famille. Le regard d'Evelyne s'adoucit légèrement. Ta famille s'est détruite elle-même au moment où elle a décidé de sacrifier ton avenir pour leur commodité. Mais il ne s'agit pas de vengeance, Nora. Il s'agit de liberté, la tienne et celle de Nina. Je regarde le rapport de police, la vérité cachée pendant 11 ans. Nina va-t-elle me haïr pour ça? Elle pourrait au début. Le changement est terrifiant, surtout pour quelqu'un qui dépend des autres. Evelyne tend la main de l'autre côté de la table, sa main chaude sur la mienne. Mais tu n'as plus à affronter cela seul. Tu as moi, Marc. Ta tante. Des gens qui veulent la vérité. Pour la première fois depuis 11 ans, le poids sur mes épaules s'allège progressivement. Le chemin à parcourir reste intimidant, mais plus impossible. Ok, je dis, redressant ma colonne vertébrale. Faisons ça. Tandis que nous rassemblons les documents, planifiant nos prochaines étapes, j'imagine moi à 16 ans sanglotant au chevet de Nina, promettant des soins éternels pour un crime que je n'ai jamais commis. Cette fille mérite la justice autant que la femme que je suis devenue mérite la liberté. Nous avons la vérité maintenant. Et la vérité, une fois découverte, ne peut plus être enterrée. Le même jour, j'ai trouvé le profil de Jason Morgan sur les réseaux sociaux, mon doigt planant sur le bouton de message. Sa vie semble parfaitement ordinaire, photo de mariage, avec une brune en robe de dentelle, 2 jeunes enfants au menton carré, une maison de banlieue avec des colonnes blanches. Rien ne suggère qu'il porte le même fardeau que moi. Tu es sûr de ça? Demande Evelyne, regardant par-dessus mon épaule l'écran de l'ordinateur portable. Non. Mais quel choix ai-je? Je clique sur le bouton et tape un message simple. Étais-tu avec Nina le jour de son accident? Mon téléphone vibre en quelques minutes. Un numéro local que je ne reconnais pas. Nora? C'est Jason. J'ai reçu ton message. Sa voix semble plus grave que dans mes souvenirs, mais avec la même légère hésitation. J'attendais cet appel depuis 11 ans. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes. Que veux-tu dire? J'ai porté cette culpabilité pendant des années. Ces mots s'échappent, imparables. Nina m'a supplié de ne dire à personne qu'elle était sur ma moto. Elle ne portait pas de casque, disant que ça gâcherait sa coiffure pour la fête ce week-end. Le monde vacille sous moi. J'agrippe le bord de la table pour me stabiliser. Tes parents sont arrivés à l'hôpital pendant que tu prenais un café.
Ils m'ont dit que si jamais je mentionnais la moto, ils porteraient plainte pour mise en danger d'un mineur. Sa voix se brise. J'avais 17 ans, j'étais terrifiée. Quand ils ont commencé à raconter à tout le monde l'histoire de l'arrêt de bus et des chats errants, j'ai juste suivi le mouvement. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ma voix me semble étrange, parce que ça me ronge. Et ma femme a vu ton message. Elle me dit depuis des années que je dois avouer. Il s'arrête. Nina sait que je t'appelle. Nous sommes restés en contact. Ma sœur savait. Tout ce temps, elle savait. Signeras-tu une déclaration sur ce qui s'est réellement passé, je demande. Je suis déjà en train de la taper. Je la ferai authentifier demain. Après avoir raccroché, Evelyne me serre l'épaule. Une preuve de plus. Maintenant, appelons ta tante Laura. Le témoignage de tante Laura vient facilement, trop facilement, comme si elle attendait la permission de se décharger. J'apportais des fleurs à la chambre de Nina quand j'ai surpris tes parents dans le couloir, explique-t-elle, la voix tremblante. Ta mère a dit, ne laissez personne savoir qu'elle était avec ce garçon. Nous dirons que Nora devait l'accompagner au bus. Et ton père a répondu, Nora a toujours été responsable. Elle acceptera que ce soit sa faute. La voix de Laura se brise. J'aurais dû dire quelque chose alors. Je suis tellement désolée, Nora. Le dimanche après-midi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'arrive au moment où Nina est en physiothérapie avec son soignant du week-end. Le salon semble plus petit alors que je me tiens devant mes parents, le rapport de police serré dans ma main. Papa lève les yeux de son journal, les yeux plissés devant mon expression. Que se passe-t-il? Je connais la vérité sur l'accident, je dis, ma voix plus stable que prévu. Cela s'est passé à des kilomètres de l'arrêt de bus, sur la moto de Jason. La couleur quitte le visage de papa. Ses mains serrent les accoudoirs de son fauteuil inclinable, les jointures blanches. Maman se reprend la première. Nous protégions Nina du scandale. Tu étais assez grande pour assumer la responsabilité. Elle le dit comme si c'était raisonnable, comme si détruire une fille pour en protéger une autre avait parfaitement du sens. Vous m'avez fait croire que j'avais détruit la vie de ma sœur. Ma voix ne monte pas, mais quelque chose en elle les fait tous les deux tressaillir. Pendant 11 ans, j'ai porté cette culpabilité. Papa se penche en avant, désespéré. Ça ne change rien à ton obligation envers ta sœur. Je n'ai jamais abandonné Nina, et je ne le ferai jamais. Les mots viennent d'un endroit nouveau en moi, un endroit qui a été enfoui sous des années de culpabilité fabriquée, mais je ne signerai pas ces papiers. Ni demain, ni jamais. Je me tourne et sors, le dos droit, la tête haute. La porte d'entrée se referme derrière moi avec un léger clic qui semble plus définitif que n'importe quel claquement. Evelyne m'attend dans sa voiture au bord du trottoir, le moteur en marche. Ses yeux s'écarquillent quand elle me voit. Tu as l'air plus légère de 5 kilos. Les larmes viennent alors, soudaines et accablantes, non pas des larmes de douleur mais de libération, comme si mon corps se débarrassait d'années de poison accumulé. Ça a marché, je réussis entre deux sanglots. Ils ont tout admis. Ce n'est que le début, dit Evelyne, s'éloignant du trottoir. Nous allons arranger les choses. Mon téléphone vibre avec un message de tante Laura. Ma chambre d'amis est prête quand tu en as besoin. J'aurais dû parler il y a des années. Puis Marc appelle avec des nouvelles. J'ai examiné les finances de tes parents. Il y a des preuves qu'ils utilisaient tes contributions pour leur hypothèque, pas seulement pour les soins de Nina. C'est exactement le genre de cas de fraude familiale qui a besoin d'être exposé. Alors que nous nous éloignons de la maison où j'ai été emprisonnée par la culpabilité pendant plus d'une décennie, je la regarde rétrécir dans le rétroviseur. Pour la première fois, je me permets de me demander, est-ce que je continue maintenant ou est-ce que je leur donne du temps pour qu'ils avouent d'eux-mêmes? La réponse se forme clairement dans mon esprit. Plus de temps. Plus de mensonges. J'ai besoin de parler à Nina quand elle rentrera de sa thérapie. Ma sœur doit savoir que j'ai découvert la vérité et que je ne lui en veux pas d'être restée silencieuse toutes ces années. Nous avons toutes les deux été des victimes de différentes manières. Il est temps que nous soyons toutes les deux libres. Lundi matin, je bois une gorgée de café froid,
grimaçant devant le goût amer en fixant le tableau blanc du bureau d'Evelyne. La chronologie s'étend sur tout le mur, 11 ans de manipulation tracés au marqueur bleu. Chaque post-it représente un moment où mes parents ont utilisé ma culpabilité pour me soutirer de l'argent, du temps ou un soutien émotionnel. Nous devons anticiper leur prochain mouvement, dit Evelyne, remettant le capuchon de son marqueur. Son tailleur impeccable et sa voix ferme me calment tandis que j'essaie de comprendre l'ampleur de ce que nous découvrons. Ils ne vont pas simplement se soumettre maintenant que tu les as confrontés avec le rapport de police. Les néons ronronnent au-dessus de ma tête tandis que j'hoche la tête, me forçant à regarder le tableau avec un détachement clinique. Ma formation d'infirmière reprend le dessus, évaluer la situation, identifier les risques, élaborer un plan d'action. Martin contre-attaque toujours quand il est acculé, je dis, montrant des incidents en 2018 et 2021. Ici, quand j'ai demandé pourquoi mon héritage de grand-mère était allé au traitement de Nina, il a dit au pasteur Dubois que je devenais amer à propos de mon devoir chrétien. Et ici, quand j'ai essayé de déménager dans mon propre appartement, il a prétendu que Nina avait eu une rechute médicale qui nécessitait des soins 24h24. Marc entre avec une pile de dossiers en carton, les posant sur la table de conférence avec un bruit sourd. Son instinct de journaliste d'investigation s'est avéré inestimable au cours de la semaine dernière. Tu avais raison pour l'angle financier, dit-il, ouvrant le dossier du haut. J'ai suivi tes contributions par rapport aux dépenses médicales de Nina au cours des 5 dernières années. Moins de 40% de ce que tu leur as donné a réellement été consacré à ses soins. Numéro 9. Mon estomac se contracte tandis que je parcours les feuilles de calcul. Où est passé le reste ? Paiements hypothécaires, factures de carte de crédit, un bateau de pêche acheté il y a 3 ans. Marc tape une section surlignée. Et c'est intéressant, ils ont effectué des paiements pour une propriété de vacances en Floride depuis 2020. La trahison pique à nouveau, mais je repousse l'émotion. Il ne s'agit plus de sentiments blessés. Il s'agit de fraude systématique. Nous montons ce dossier exactement comme nous le ferions pour une enquête sur la sécurité des patients, je leur dis, revenant sur un terrain professionnel familier, documentation, reconnaissance de forme, déclaration de témoins. Evelyne hoche la tête avec approbation. C'est exactement ça. Les confrontations émotionnelles ne fonctionneront pas avec des manipulateurs aussi habiles. Nous devons démanteler leur contrôle systématiquement. Au cours des prochaines heures, nous organisons nos preuves avec une précision militaire. Le compte rendu écrit de Jason sur l'accident et les menaces que mes parents ont proférées par la suite. Des dossiers financiers montrant le schéma de détournement de fonds. Des dossiers médicaux révélant des traitements facturés mais qui n'ont jamais eu lieu. Je ressens un étrange calme s'installer en moi pendant que nous travaillons. Pendant des années, j'ai abordé ma situation familiale avec culpabilité et peur. Maintenant, je l'analyse avec la même lucidité que j'apporte au cas de patients compliqués. Marc tape son stylo sur la table. L'angle de l'assurance est particulièrement préoccupant. Il y a plusieurs réclamations déposées pour l'équipement de Nina qui ne se sont jamais concrétisées. Cela relève potentiellement de la fraude. J'ai parlé avec 3 de tes collègues à l'hôpital Saint-Denis, ajoute Evelyne. Ils ont fourni des déclarations sur ton épuisement à porter ce double fardeau. Le docteur Lemaire était particulièrement solidaire, il a dit qu'il t'avait vu t'endormir debout pendant des gardes de 12 heures après être resté éveillé toute la nuit avec Nina. Le téléphone du bureau sonne, nous surprenant. Evelyne répond, son expression changeant au fur et à mesure qu'elle écoute. Oui, elle est ici. Je vois. Nous allons l'examiner immédiatement. Elle raccroche et se tourne vers moi. Tes parents ont engagé maître Patricia Lambert. L'avocate spécialisée dans le soutien familial, Marc fronce les sourcils. C'est une escalade sérieuse. Evelyne hoche la tête d'un air sombre. Mon assistante vient de recevoir une lettre de mise en demeure formelle. Il cite une obligation morale et menace de demander la tutelle de Nina si tu ne te conformes pas à leurs exigences financières. Mes mains commencent à trembler, la première brèche dans mon détachement professionnel. Patricia Lambert a la réputation d'une litigatrice agressive dans les affaires de soutien familial. L'idée d'une bataille juridique me traverse d'une panique. Peuvent-ils faire ça ? Prendre la tutelle de Nina ? Non, dit Evelyne fermement.
Mais ils comptent sur ta peur pour te faire plier. Les frais de justice seuls pourraient épuiser les économies qu'il te reste. Marc étudie mon visage. Tu vas bien? Je prends une profonde inspiration, m'étudiant. Le choc initial se retire, remplacé par une clarté surprenante. Ils essaient de me faire peur parce qu'ils savent que j'ai la vérité. Je regarde mes alliés. La détermination se durcit en moi. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour maintenir ce mensonge? La réponse reste inexprimée dans l'air entre nous. Mes parents ont passé 11 ans à construire une tromperie élaborée. Ils ont manipulé toute notre communauté. Ils m'ont volé mon argent, mon temps, ma paix. Ils ne se rendront pas facilement, mais moi non plus. 3 jours après avoir rassemblé plus de preuves, j'ai étalé les documents sur la table de conférence en acajou poli d'Evelyne. Chaque pièce à conviction méticuleusement étiquetée et organisée par ordre chronologique. Le rapport de police trône au centre, son en-tête officielle un rappel brutal de la vérité que je n'ai jamais été autorisée à voir. C'est tout, demande Evelyne, vérifiant notre liste de préparation. Chaque morceau de preuve des 11 dernières années. J'ajuste mes lunettes de lecture, encore peu habituées à leur poids après des années à négliger ma vision pour des préoccupations plus pressantes. Ce sont les nouveaux documents, plus les anciens que nous avons trouvés, y compris la déclaration sous serment de Jason concernant l'accident de moto, les dossiers médicaux de Nina montrant des traitements qui n'ont jamais eu lieu, et les relevés bancaires traçant où mon argent est réellement allé. Marc entre avec un épais dossier en carton. Sa précision de journaliste d'investigation s'est avérée inestimable au cours de ces semaines de préparation. J'ai trouvé quelque chose. Il pose un document sur la table. Tes parents ont demandé un deuxième prêt hypothécaire il y a 6 mois, en utilisant ta signature. Mon estomac se serre. Je n'ai jamais rien signé. Exactement. Il pointe la ligne de signature. C'est un faux. L'expert en documents judiciaires de la banque l'a confirmé hier. Evelyne hoche la tête, ajoutant le document à notre dossier de preuves. Cela va au-delà de la manipulation émotionnelle pour entrer dans le domaine criminel. J'étudie la signature falsifiée, reconnaissant les points de pression distinctifs de papa. Même ces faux portent l'empreinte de sa nature dominatrice. J'ai déposé l'ordonnance restrictive contre tes parents, poursuit Evelyne, cela devrait empêcher tout harcèlement supplémentaire pendant que nous terminons nos préparatifs. Le tableau blanc derrière elle affiche notre chronologie, 11 ans de manipulation systématique, réduit à des puces et des flèches. Le fait de le voir visualiser ainsi dissipe le brouillard émotionnel qui a obscurci mon jugement pendant si longtemps. Les dossiers médicaux de Nina étaient la dernière pièce, je dis, tapotant un dossier contenant des documents de 3 spécialistes différents. La moitié des traitements pour lesquels ils ont prétendu que mon argent avait payé n'ont jamais eu lieu. Le centre de kinésithérapie n'a aucune trace des séances intensives qu'ils ont décrites lors des collectes de fonds de l'église. Marc siffle doucement. Ce n'est plus une simple querelle familiale. C'est une fraude financière. Nous ne faisons pas que dénoncer un mensonge, je dis, ma voix plus ferme que prévu. Nous démantelons une décennie de fraude. Pour mon autre chemin. Mon téléphone vibre sur la table. Administration de l'hôpital. J'hésite avant de répondre. Nora Leroy à l'appareil. Mademoiselle Leroy, ici Mélissa des ressources humaines. Votre présence immédiate est requise concernant des allégations sérieuses sur votre conduite professionnelle. La glace se répand dans ma poitrine. Quelles allégations? Votre père a appelé notre ligne éthique ce matin. Il affirme que vous avez volé des médicaments sur ordonnance pour les vendre à des fins personnelles. L'accusation me coupe le souffle. Je mets le téléphone en haut-parleur pour qu'Evelyne et Marc puissent entendre. Je serai là dans 30 minutes, je réussis, mettant fin à l'appel. Ils montent en puissance, dit Evelyne, rassemblant déjà des documents. Ils ont découvert notre enquête et ils frappent à ton point le plus vulnérable, ta carrière. Le sol semble s'incliner sous moi. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Marc secoue la tête. C'est une manœuvre désespérée. Ils espèrent que tu vas reculer pour protéger ta réputation. Je dois m'en occuper immédiatement. Je me lève, rassemblant mes identifiants et mon portfolio professionnel. L'hôpital a des caméras dans toutes les zones de médicaments.
L'accusation s'effondrera à l'examen. Je viens avec toi, propose Evelyne, en tant qu'avocate. 2 heures plus tard, je suis assise en face de ma superviseure, Jeanne, tandis que la sécurité de l'hôpital examine les journaux d'accès aux médicaments. La tension dans mes épaules s'atténue alors que Jeanne étudie la documentation. Ces allégations n'ont aucun fondement, conclut-elle, refermant le dossier. Ton dossier de dispensation est impeccable, Nora. Je suis désolée que tu traverses cette situation familiale. Sur le parking après, Evelyne me serre la main. Tu as géré ça parfaitement. Professionnel, calme, rien à voir avec la réaction paniquée que tes parents attendaient. Dois-je les confronter maintenant, je demande, regardant le soleil de l'après-midi scintiller sur les fenêtres de l'hôpital, ou attendre que notre dossier soit en béton? De retour au bureau d'Evelyne le lendemain matin, nous nous réunissons pour notre dernière session de stratégie. Les dossiers de preuves sont prêts, chaque document étiqueté et indexé. Marc a préparé une présentation multimédia affichant la chronologie de la manipulation. J'ai contacté toutes les personnes qui ont été témoins de leur manipulation au fil des ans, rapporte Marc, d'anciens voisins, des membres de l'église, même les médecins de Nina qui ont reçu des histoires contradictoires sur ses soins. Les preuves financières à elles seules sont suffisantes pour les faire taire complètement, ajoute Evelyne. La demande de prêt hypothécaire falsifié nous donne un avantage considérable. J'étudie les documents assemblés, l'aboutissement de semaines de travail méthodique. La transformation est presque physique, le poids constant de la culpabilité remplacé par la clarté de l'objectif. Nous sommes prêtes, je dis, ma voix ferme. Il est temps d'y mettre fin. Le mercredi de la semaine prochaine, la sonnette retentit, me tirant de mes pensées alors que je lisse les plis de mon pantalon bleu marine. Mon téléphone vibre avec un message d'Evelyne. Nous sommes en position, reste calme. Ces dernières semaines ont ressemblé à un entraînement pour la bataille, rassemblant des preuves, construisant des arguments juridiques, documentant des années de manipulation. Maintenant, debout dans le salon de mon enfance, regardant des proches entrer avec des expressions solennelles, je réalise qu'aucune préparation n'aurait pu me préparer à cela. Maman fait signe à tout le monde vers la salle à manger, transformée en ce qui ne peut être décrit que comme un tribunal. Des chaises supplémentaires entourent notre table en chêne, chaque position étant équipée d'un verre d'eau et d'un bloc-notes comme lors d'une réunion de conseil tordu. Papa se tient à la tête, les épaules carrées dans son costume du dimanche. Merci à tous d'être venus si rapidement, commence-t-il, sa voix portant la sincérité travaillée qui m'avait autrefois trompé aussi. C'est difficile, mais les affaires familiales nécessitent des solutions familiales. Je scannais les visages, oncle Robert et tante Patricia, Grace, la sœur de maman, 2 anciens de l'église, le pasteur Dubois avec sa Bible placée précisément devant lui, et un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux qui doit être leur avocat. Nina est assise à sa place habituelle, les yeux fixés sur ses mains jointes. Papa continue tandis que maman distribue des dossiers agrafés. Pour ceux qui ne le savent pas, Nora est responsable des soins de Nina depuis l'accident il y a 11 ans. Récemment, elle a décidé d'abandonner cette responsabilité. L'accusation frappe comme un coup physique, exactement comme prévu. Des murmures choqués se répandent dans la pièce. Ce n'est pas ce qui se passe, j'interjecte, mais papa lève la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. Sa voix baisse, lourde d'une émotion fabriquée. Nous avons couvert les dépenses de Nina du mieux que nous pouvions, mais les problèmes de santé de Martin ont rendu le travail à temps plein impossible. Premier mensonge, il a été licencié pour mauvaise performance. Maman prend le relais en toute fluidité, ouvrant un classeur de factures médicales. Celle-ci ne date que des 6 derniers mois. Sans la contribution de Nora, la kinésithérapie de Nina s'arrêtera complètement. Deuxième mensonge, l'assurance couvre la plupart de ces thérapies. Nora gagne 3 000 € net par an en tant qu'infirmière, ajoute papa, les yeux brillants de larmes qui apparaissent à la demande. Nous ne demandons que 2 000 € par mois. Elle a des économies de retraite qu'elle pourrait utiliser pour le fonds de soins initial. Oncle Robert se tourne vers moi, la confusion et la déception gravées sur son visage. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ? La pièce semble soudainement sans air, les murs se refermant à mesure que chaque parent absorbe le récit soigneusement élaboré. Le pasteur Dubois s'éclaircit la gorge, son expression grave.
Peut-être qu'une médiation chrétienne aiderait à résoudre cela. Nora, ta sœur a besoin de toi. Sûrement, nous pouvons parvenir à un arrangement qui honore tes obligations familiales. L'avocat fait glisser des papiers vers l'espace vide devant moi. J'ai rédigé un simple accord de soignant. Une fois signé, nous pourrons nous assurer que les besoins de Nina sont correctement satisfaits. Tous les regards se tournent vers moi avec attente. C'est exactement ce qu'ils voulaient. La pression publique, le jugement moral, le poids de l'attente de la communauté forçant ma conformité. Nina reste silencieuse, son mutisme continu étant interprété comme une confirmation de leur histoire. Mon téléphone vibre à nouveau dans ma poche, le signal que nous avons arrangé. Je me lève lentement, me surprenant de la fermeté de ma voix. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, j'aimerais présenter quelqu'un. Sur ce, la sonnette retentit. Maman fronce les sourcils, clairement agacée par l'interruption de leur intervention parfaitement orchestrée. Qui cela peut-il être, demande-t-elle, la suspicion perçant dans son ton. Mon avocate, je réponds simplement, regardant son visage pâlir. Et un journaliste qui m'a aidé à enquêter sur ce qui s'est réellement passé il y a 11 ans. La main de papa se serre autour de son stylo. C'est une affaire de famille privée. Ça a cessé d'être privé quand vous avez invité les anciens de l'église et votre avocat. Je me dirige vers la porte d'entrée sans attendre la permission. Evelyne entre la première, absolument professionnelle dans son tailleur anthracite, suivie de Marc avec son enregistreur et ses cartes de presse visibles. Derrière eux, tante Laura entre, la plus jeune sœur de maman, qui travaillait à l'hôpital quand Nina a été admise. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demande maman, se levant de sa chaise. « Elle soutient la vérité » répond tante Laura, se déplaçant pour se tenir à mes côtés. Le pasteur Dubois semble perplexe alors qu'Evelyne se présente. Je suis Evelyne Carter, représentant Nora Leroy. Je crois comprendre que vous avez discuté d'un accord de soins sous de fausses prétentions. C'est absurde, s'écrie papa. Son calme habituel se brise. Nina est paralysée depuis 11 ans parce que Nora n'a pas réussi à l'accompagner au bus. Tout le monde ici connaît l'histoire. C'est l'histoire que vous avez racontée, je le corrige, me sentant étrangement calme maintenant que le moment est arrivé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas, papa? Marc installe son enregistreur au bord de la table. Martin et Diane Leroy. Je suis Marc Bonnet du Journal de Paris. J'ai enquêté sur vos arrangements financiers concernant les soins de votre fille. Le visage de maman se tord de fureur. Comment osez-vous faire entrer des étrangers chez nous pour nous attaquer après tout ce que nous avons fait pour Nina? Après tout ce que vous avez fait? Les mots m'échappent en un rire amer. Vous avez passé 11 ans à me faire croire que j'avais détruit la vie de ma sœur. Vous avez pris mon fonds d'études, mon héritage de grand-maman, et la moitié de mon salaire chaque mois en me disant que c'était ma responsabilité. La pièce devient silencieuse, les proches échangeant des regards gênés. Le pasteur Dubois se penche en avant. L'incertitude remplace sa confiance d'antan. Nora, ce sont de graves accusations. Oui, elles le sont. Je me tourne pour faire face à la famille réunie. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Evelyne ouvre sa mallette, en retirant des dossiers en carton pour chaque personne présente. J'attrape le regard de Nina de l'autre côté de la table, y voyant de la peur et quelque chose d'autre, peut-être du soulagement. Nina, je dis doucement, après 11 ans, ne penses-tu pas qu'il est temps pour la vérité? Les larmes lui montent aux yeux tandis qu'elle lève les yeux, ses doigts serrant les roues de son fauteuil. Le dossier devant elle contient ce que les autres n'ont pas, des photographies d'elle avec Jason sur sa moto, prises le matin de l'accident. J'ai porté ça si longtemps, chuchote-t-elle, à peine audible. Evelyne place le dernier dossier devant le pasteur Dubois. Le rapport de police, les déclarations de témoins et les dossiers financiers documentant 11 ans de fraude systématique. L'accident s'est produit à 6 km de l'arrêt de bus, sur une moto avec le petit ami de Nina, contre les règles de ses parents. Oncle Robert ouvre son dossier, la couleur quittant son visage tandis qu'il parcourt les documents. Cela dit que l'accident n'avait rien à voir avec le bus manqué. Rien du tout, je confirme, regardant le monde soigneusement construit de mes parents commencer à s'effondrer. Ils ont menti à tout le monde, y compris à moi, dès l'arrivée de Nina à l'hôpital.
Tante Laura prend la parole, sa voix tremblant légèrement. J'étais là ce jour-là. J'ai surpris Martin disant à Diane de s'assurer que personne ne sache que Nina était avec ce garçon à moto. Ils ont inventé l'histoire de l'arrêt de bus avant même que Nina ne soit opérée. Le pasteur Dubois se tourne vers mon père, le choc évident dans son expression. Est-ce vrai, Martin ? Le silence s'étire, épais et suffocant, tandis que les membres de la famille réunis se tournent vers mes parents, attendant un déni qui ne vient pas. Les lèvres de ma mère se serrent en une ligne fine et exsangue. La mâchoire de mon père travaille silencieusement, son personnage soigneusement construit se brisant sous le poids de la vérité documentée. La voix de Nina rompt le silence, petite mais de plus en plus forte à chaque mot. J'ai sauté le bus pour rouler avec Jason. Maman et papa disaient toujours que Nora serait blâmée parce qu'elle était censée me surveiller. Ses yeux rencontrent les miens de l'autre côté de la table. Je les ai laissés te faire ça. Pendant 11 ans, je suis restée silencieuse. Les larmes que je retenais menaçaient de tomber, mais je les retiens. Ce n'est pas encore fini. Je suis désolée, Nina. Je tends la main vers elle, sans la toucher. Je t'aurais aidé quand même. Tu n'avais jamais eu besoin de mentir. Nous devons tous examiner attentivement ces documents, dit le pasteur Dubois, sa certitude d'antan remplacée par une grave inquiétude. Marc s'avance, son enregistreur à la main. J'aimerais poser quelques questions sur le fond de l'église qui a été créée pour les traitements de Nina. L'atmosphère dans la pièce change palpable, la peur cédant la place au premier signe de responsabilité. Mes parents, autrefois si confiants dans leur manipulation, sont maintenant figés alors que leur construction élaborée commence son inévitable effondrement. Je reste debout, soutenue par des alliés qui m'ont aidé à découvrir la vérité, enfin prête pour ce qui viendra ensuite. Je suis restée silencieuse par honte, Nina éclate en sanglots, ses larmes coulant librement maintenant. J'ai supplié Jason de ne dire à personne. J'avais 14 ans et j'avais peur d'avoir des ennuis. Ses mains serrent les roues de sa chaise tandis qu'elle se rapproche du centre de la pièce. Quand maman et papa ont blâmé Nora, j'étais trop terrifiée pour les contredire. Et puis ça a continué, année après année. Sa voix se brise. Je t'ai laissé porter ce fardeau pendant 11 ans. Je suis désolée. La transformation dans la pièce est immédiate et complète. Le visage d'oncle Robert se durcit en regardant mon père. Tante Sarah se déplace pour s'asseoir à mes côtés, sa main trouvant la mienne. Le pasteur Dubois ferme sa Bible avec un léger bruit sourd. Cette trahison va à l'encontre de tout ce que notre communauté représente, dit le pasteur Dubois, se levant pour faire face à mes parents. Vous avez manipulé non seulement vos filles, mais toute notre famille d'église. L'ancien de l'église, Monsieur Martin, se lève de son siège. Le fonds de l'église était destiné au traitement de Nina, pas à votre hypothèque. Mes parents se recroquevillent sur eux-mêmes alors que la pièce se retourne contre eux. Le pouvoir qui leur avait permis de contrôler ma vie par la culpabilité et la manipulation s'évapore en quelques minutes. Marc capture tout sur son enregistreur. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour un reportage complet sur la fraude familiale, me dit-il doucement. Je ne t'ai jamais abandonné, Nina, je dis, m'agenouillant à côté de son fauteuil roulant. Je ne pouvais simplement plus vivre avec les mensonges. Nina tend la main vers la mienne, la serrant fermement. Je savais que c'était mal mais j'avais trop peur de parler. Peux-tu me pardonner ? Je la serre dans mes bras, sentant ses épaules trembler de sanglots. Il n'y a rien à pardonner. Nous étions toutes les deux victimes ici. L'ancien Martin s'éclaircit la gorge. Le conseil de l'Église devra enquêter sur l'éventuelle utilisation abusive des fonds de dons. Evelyne s'avance, et je dois préciser à toutes les personnes présentes, Nora n'a aucune obligation légale de fournir un soutien financier à Nina et n'en a jamais eu. Le pasteur Dubois hoche la tête solennellement. À l'avenir, l'Église assurera une surveillance appropriée de tout soutien aux soins de Nina. Mes parents se tiennent ensemble, isolés dans une pièce pleine de gens qui les voient maintenant clairement pour la première fois. Maman tend la main vers son sac à main, papa vers ses clés, reconnaissance silencieuse de leur défaite. Je crois que nous avons terminé ici, dit papa d'un ton monocorde. Personne ne les arrête alors qu'ils se dirigent vers la porte. Personne n'offre de salutation. Alors que la porte se referme derrière eux,
je reste à côté de Nina, nos mains toujours jointes. Le poids de 11 ans se soulève de mes épaules, me laissant plus légère que je ne l'ai été depuis mes 16 ans. Dans le silence qui suit leur départ, Nina me serre la main. Que se passe-t-il maintenant, chuchote-t-elle. Je regarde autour de moi les personnes qui m'ont soutenue aujourd'hui, Evelyne avec son génie juridique, Marc avec ses compétences d'enquêteur, tante Laura avec sa vérité tardive mais cruciale, le pasteur Dubois avec sa clarté morale. Maintenant, je lui dis, nous recommençons, avec la vérité. La lumière du soleil filtrant par la fenêtre capte les larmes de Nina, mais pour la première fois en 11 ans, elles brillent non pas de culpabilité ou de honte, mais d'espoir. 3 semaines après la confrontation, je déverrouille la porte du nouvel appartement de Nina, la poussant largement alors qu'elle entre en fauteuil roulant. La lumière du soleil inonde les fenêtres non couvertes, peignant des rectangles dorés sur les parquets en bois. L'espace est modeste mais entièrement accessible, comptoirs abaissés, évier sous le plan de travail, porte large et une salle de bain assez grande pour que son fauteuil roulant puisse tourner confortablement. C'est vraiment à moi ? La voix de Nina exprime un émerveillement que je n'ai pas entendu depuis que nous étions adolescentes. Tout à toi. Je pose la boîte que je porte. Le règlement de l'assurance a couvert le loyer de la première année plus les modifications d'accessibilité. Plus besoin de demander la permission pour ajuster ton espace de vie. Nina se déplace en fauteuil roulant dans l'appartement, passant sa main sur les comptoirs. Ses épaules se sont redressées ces derniers jours, la courbe perpétuelle d'excuses disparaissant progressivement. Papa m'a appelé à nouveau hier soir, dit-elle, s'arrêtant à la fenêtre donnant sur un petit jardin communautaire. Il semble désespéré. Il devrait être inquiet. Je range la vaisselle dans des placards bas. Le pasteur Dubois m'a dit que le conseil de l'église avait ouvert une enquête sur les fonds détournés. Et ça, sans compter les accusations de fraude à l'assurance. Nina hoche la tête, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. 11 ans de mensonges démêlés en 2 semaines. Mon téléphone vibre avec un message d'Evelyne, papier de tutelle financière approuvé. Tous les avantages de Nina seront correctement gérés maintenant. Je montre le message à Nina, plus de chèques interceptés ni de fonds détournés. Elle sourit, puis se rend au canapé où je la rejoins. As-tu dormi ? La question me prend au dépourvu. En fait, oui, pour la première fois depuis toujours. La nuit dernière, j'ai dormi 8 heures ininterrompues sans rêve de culpabilité où Nina tombait ou appelait à l'aide. Et toi ? Je me réveille en pensant que je dois les appeler, puis je me souviens que je n'ai plus à rendre compte à personne. Elle ajuste sa position. Hier, j'ai demandé ses prestations d'invalidité pour lesquelles il disait toujours que je ne serais pas éligible. Celles pour lesquelles il disait que tu avais besoin de mon soutien pour les obtenir ? Exactement celle-là. Elle rit, un son que j'avais presque oublié. Il s'avère que j'étais éligible depuis une décennie. J'ouvre une autre boîte marquée « Cuisine » et commence à trier les ustensiles. Je me suis inscrite au programme d'infirmière praticienne. Les yeux de Nina s'écarquillent. Celui dont tu parles depuis des années ? À partir du prochain semestre, 102 000 € qui quittent mon compte chaque mois, je peux réellement me permettre les frais de scolarité et un petit appartement près du campus. La lumière dorée de l'après-midi change alors que nous continuons à déballer. 3 infirmières de mon unité arrivent avec le dîner et d'autres boîtes. Marcel, l'infirmière en chef, qui m'a vu tituber pendant des gardes épuisantes pendant des années, me serre fort dans ses bras. Nous avons mis en place un emploi du temps rotatif pour aider Nina avec tout ce dont elle a besoin pendant que tu es en cours, dit-elle. Toute l'unité s'est inscrite. Nina accepte leur étreinte les larmes aux yeux. Je n'ai jamais su combien de personnes se souciaient de moi. Après leur départ, nous nous asseyons ensemble sur son nouveau patio alors que le soir s'installe autour de nous. Les grillons chantent dans le jardin communautaire en contrebas. L'appartement de Nina ne ressemble en rien à la maison de nos parents. Pas de lourdeur, pas de précaution, pas de rappel constant d'obligation. Pendant des années, j'ai cru que prendre soin signifiait porter le fardeau de tout le monde, je dis, regardant un colibri virevolter parmi les fleurs en pot que Marcel a apporté, maintenant je vois que cela signifie aider les gens à se tenir debout seuls. Nina tend la main vers la mienne. J'aurais dû te dire la vérité il y a des années. Nous étions toutes les deux piégées de différentes manières.
6 mois plus tard, je me tiens devant le tableau blanc du centre de traumatologie de l'hôpital Saint-Denis, dirigeant l'orientation des nouvelles infirmières. Mes uniformes sont les mêmes bleus, mais tout le reste a changé. Mon petit appartement près du campus est rempli de plantes et de livres. Mes prêts étudiants sont sur un plan de remboursement gérable. Le plus important, le poids qui écrasait ma poitrine depuis 11 ans s'est envolé. N'oubliez pas, je dis aux infirmières aux yeux écarquillés, votre première responsabilité est de défendre vos patients. Parfois, cela signifie tenir tête à des membres de la famille qui prétendent savoir ce qui est le mieux. Après ma garde, je me rends à l'appartement de Nina pour notre dîner hebdomadaire. Elle a appris à cuisiner depuis son fauteuil roulant, et l'odeur de lasagne me salue à la porte. Comment se passe le programme en ligne, je demande, posant mon sac. 3A jusqu'à présent. La fierté colore sa voix. Le cours de défense des droits des personnes handicapées est mon préféré. J'aide 2 familles à naviguer dans le système que nos parents exploitaient. Nous mangeons à sa table accessible, discutant de plans futurs plutôt que d'erreurs passées. Quand elle mentionne la dernière tentative de réconciliation de nos parents, je ne ressens pas la torsion habituelle d'anxiété. Je leur ai dit la même chose que d'habitude, je dis, je considérerai une relation quand ils prendront l'entière responsabilité et feront amende honorable envers les personnes qu'ils ont blessées. Nina hoche la tête. Ils parlent toujours d'obligations familiales et de pardon sans reconnaître ce qu'ils ont fait. Leur choix. Je prends une autre bouchée de lasagne. Je n'ai plus besoin de la permission de qui que ce soit pour créer ma propre vie. Pour le premier anniversaire de la confrontation, Nina et moi nous rendons au parc municipal où j'avais l'habitude de nourrir les chats errants adolescentes. Les feuilles d'automne craquent sous son fauteuil roulant alors que je la pousse le long du chemin jusqu'à la petite clairière où se trouvait autrefois la station d'alimentation. Tu te souviens quand je ne pouvais même pas regarder des chats sans me sentir coupable, je demande, l'aidant à naviguer sur un tronçon de sentier chaotique. Nina rit. Et maintenant, nous construisons un réseau de soutien pour les familles confrontées à des lésions de la moelle épinière. La Fondation des Sœurs Leroy a été lancée le mois dernier avec des fonds provenant d'un règlement avec la compagnie d'assurance de nos parents. Nous avons déjà aidé 3 familles à naviguer dans les systèmes médicaux sans exploitation financière, en offrant des subventions pour les modifications d'accessibilité et un soutien juridique pour protéger les patients vulnérables. Plus tard ce soir-là, nous assistons à la célébration d'une étape importante de la kinésithérapie de Nina. Elle démontre sa force améliorée du haut du corps en se transférant du fauteuil roulant à la table de traitement sans assistance, recevant les applaudissements des thérapeutes et des autres patients réunis. Lorsqu'on lui demande de dire quelques mots, Nina se rend au centre de la pièce. Le fardeau le plus lourd n'était pas ma paralysie, dit-elle au groupe, sa voix ferme et claire. C'étaient les mensonges. La regardant parler avec une telle confiance, je ressens un sentiment d'achèvement. La vérité ne nous a pas seulement libérés, elle nous a montré qui était réellement là pour nous depuis le début. Non pas les parents qui revendiquaient des droits exclusifs sur notre loyauté, mais la communauté qui s'est mobilisée autour de nous lorsque nous avons enfin dit notre vérité. Alors que nous quittons la célébration, Nina demande, te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si Evelyne n'avait pas posé de questions sur le rapport de police ? J'y réfléchis alors que nous nous dirigeons vers la voiture. Je pense que la vérité aurait fini par éclater de toute façon. C'était trop grand pour rester enterré pour toujours. Que feriez-vous si vous découvriez qu'un membre de votre famille vous mentait depuis des années ? Le confronteriez-vous directement ou rassembleriez-vous des preuves d'abord ?